La station de diligence de Bozeman, dans le Montana, n'était rien de plus qu'une plateforme en bois usée par le temps. Une pancarte de guingois se balançait dans le vent d'automne de 1878, et Josephine Turner se tenait là, son sac de voyage serré entre ses mains. Elle regardait la poussière retomber là où sa correspondance aurait dû arriver 20 minutes plus tôt. Ses cheveux auburn s'étaient détachés de leurs épingles pendant le trajet chaotique depuis Fort Benton, et sa robe de voyage portait les traces de 2 semaines de route depuis Philadelphie. L'air de septembre portait la morsure de l'hiver approchant. Elle resserra son châle autour de ses épaules. Elle balayait du regard le petit groupe de chariots alignés près du magasin général, de l'autre côté de la rue Boueuse. Sa tante était censée la retrouver ici, mais la lettre que Joséphine avait envoyée n'était peut-être pas arrivée à temps. Le poste d'institutrice à Virginia City l'attendait, et elle avait exactement 3 jours pour parcourir la distance restante. Sinon, le conseil scolaire supposerait qu'elle avait changé d'avis et offrirait le poste à quelqu'un d'autre. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour s'offrir ce voyage vers l'Ouest. Elle fuyait une vie qui s'était effondrée autour d'elle. Les dettes de jeu de son père avaient englouti leur maison, et ses fiançailles avec un banquier de Philadelphie avaient été rompues dès que l'argent avait disparu. Un conducteur de chariot cria quelque chose à propos des départs. Joséphine vit un chariot bâché qu'on chargeait de provisions près du magasin. Le conducteur portait un chapeau marron et lui tournait le dos. Il était en train de fixer des cordes sur des barils et des caisses. Elle se dépêcha de traverser la rue, soulevant ses jupes pour éviter le pire de la boue. Son cœur battait à l'idée d'être coincée dans cette rude ville frontière, sans endroit où dormir et avec seulement 7 $ dans son réticule. « Excusez-moi », lança-t-elle, légèrement essoufflée. « Vous allez vers le sud, en direction de Virginia City? » L'homme ne se retourna pas. Il grogna juste quelque chose qui aurait pu être un oui en testant un nœud. Joséphine prit cela pour une permission et grimpa à l'arrière du chariot. Elle s'installa parmi les provisions. Elle posa son sac de voyage à côté d'elle et arrangea ses jupes autour de ses jambes. Un immense soulagement l'envahit. La bâche de toile la protégerait du vent, et elle paierait le conducteur ce qu'il demanderait une fois arrivé à destination. Le chariot s'ébranla 15 minutes plus tard. Joséphine se cala contre un baril de farine alors qu'ils quittaient la ville. Le rythme des roues et le doux balancement faillirent l'endormir. Elle avait passé tant de nuits blanches dans de rudes auberges de diligence, et une soirée mémorable à dormir assise dans une station de diligence à Helena. Ce n'est que lorsque le soleil fut plus haut dans le ciel que le chariot s'arrêta près d'un ruisseau. C'est là que Joséphine réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. Elle descendit de l'arrière du chariot, étirant ses jambes ankylosées. Elle se retrouva face à un homme qui n'était certainement pas le conducteur qu'elle avait vu charger les provisions à Bozeman. Il était grand et mince, probablement dans la mi-vingtaine. Il avait la peau hâlée par le soleil et des cheveux couleur de chaume. Il bouclait légèrement sur les bords sous son chapeau à large bord. Ses yeux étaient d'un bleu-gris inattendu, comme des nuages d'orage sur les montagnes. Ils s'écarquillèrent légèrement en la voyant. Il portait des vêtements de piste poussiéreux et une ceinture de pistolet bas sur les hanches. Il y avait quelque chose dans sa façon décontractée de se tenir qui parlait d'années passées en selle. « Eh bien, alors, dit-il lentement. » Le coin de sa bouche se souleva en un sourire qui transforma tout son visage. De simplement beau, il devint quelque chose qui fit un bond inattendu dans l'estomac de Joséphine. « Je pensais transporter de la farine et des grains de café, mais il semble que j'ai ramassé quelque chose de considérablement plus intéressant. » Joséphine sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je suis vraiment désolé. Je pensais que ce chariot allait à Virginia City. Le conducteur à Bozeman, je croyais qu'il avait dit... » C'était probablement Bill Henderson qui chargeait son chariot de marchandises. Le mien était garé juste à côté du sien. Le cow-boy repoussa légèrement son chapeau. Il l'étudia avec une expression qui mêlait l'amusement à autre chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Je vais dans la direction opposée. J'ai un ranch à environ 40 miles au nord-ouest d'ici, près de la rivière Gallatin. » Le monde de Joséphine s'effondra. « La direction opposée, répéta-t-elle faiblement. J'en ai bien peur. » Il se dirigea vers le ruisseau et s'agenouilla pour remplir sa gourde. Il se déplaçait avec la grâce inconsciente de quelqu'un de parfaitement à l'aise dans la nature. « Mais je dois dire que de toutes mes années d'élevage, c'est le meilleur mauvais virage jamais pris. Je m'appelle William Fletcher,
mais la plupart des gens m'appellent Will. Josephine voulait s'enfoncer dans le sol. Elle venait de perdre toute chance d'atteindre Virginia City à temps. Elle avait probablement perdu le poste d'enseignante. Et elle était maintenant coincée au milieu du territoire du Montana avec un parfait inconnu. Josephine Turner, et je suis vraiment mortifié. Si vous pouviez juste me ramener à Bozeman, cela me mettrait une journée entière en retard. Et j'ai du bétail qui a besoin de soins et un cheval avec un mauvais fer que je dois amener à mon maréchal ferrant. Will se redressa, refermant sa gourde. Mais voilà ce que je vous propose. Vous êtes la bienvenue au ranch pour vous reposer une nuit. Et je m'assurerai que vous retourniez à Bozeman demain avec un de mes hommes qui va dans cette direction. C'est le mieux que je puisse offrir. Ce n'était pas idéal, mais Josephine ne voyait aucune autre option, sauf si elle voulait essayer de rentrer à pied, seule, à travers une contrée qu'elle ne connaissait pas. J'accepte votre aimable offre, Monsieur Fletcher, et je vous paierai pour le dérangement. Pas besoin de ça, dit-il en désignant le ruisseau. L'eau est fraîche si vous voulez remplir votre gourde. Nous avons encore quelques heures de route devant nous. Ils parlèrent un peu pendant la suite du voyage. Mais Josephine se surprit à jeter des regards furtifs à Will Fletcher pendant qu'il conduisait le chariot. Il maniait les rênes avec une compétence désinvolte. Il lui montrait des points de repère au passage. Il expliquait le terrain avec une affection sincère pour ce pays sauvage et magnifique. Les montagnes se dressaient au loin, tels des géants endormis. Leurs sommets s'étaient déjà saupoudrés de neige précoce, et les prairies s'étendaient en vagues ondoyantes d'or et d'ambre. « Depuis combien de temps élevez-vous du bétail ici? » demanda Josephine, brisant enfin le silence confortable qui s'était installé entre eux. « 5 ans en novembre prochain. Je suis venu du Wyoming après la mort de mon père. Il m'a laissé assez d'argent pour acheter un petit lopin de terre et du bétail. » L'expression de Will devint pensive. « Ce n'était pas grand-chose au début. Juste une cabane et environ 200 acres. Mais j'ai développé l'affaire. J'ai près de 1000 têtes de bétail maintenant et 3 bons hommes qui travaillent pour moi. Vous avez de la famille ici? Ma sœur Rachel vit à Bozeman avec son mari. Ils tiennent le magasin d'aliments pour animaux là-bas. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Et mon père était un homme dur qui n'avait que faire des sentiments. Maintenant, la mâchoire de Will se crispa légèrement, puis se détendit. Mais c'est de l'histoire ancienne. Et vous, mademoiselle Turner? Qu'est-ce qui amène une dame de Philadelphie jusqu'à Virginia City? Josephine hésita puis décida qu'il ne servait à rien de cacher la vérité. Un nouveau départ. Mon père a laissé des dettes en mourant et mes fiançailles ont pris fin quand ma dot a disparu. J'ai un certificat d'enseignement et j'ai vu une annonce pour un poste à Virginia City. Le salaire est modeste, mais il inclut le logement et les repas. Il faut du courage pour venir jusqu'ici seul. Will la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux. L'Ouest a une façon de mettre les gens à l'épreuve, mais il récompense aussi ceux qui n'abandonnent pas. Le soleil descendait vers l'horizon quand ils atteignirent enfin le ranch Fletcher. Josephine s'attendait à quelque chose de rustique et de primitif. Mais ce qu'elle vit la surprit. La maison principale était une solide bâtisse en rondin, avec de vraies fenêtres en verre et un porche couvert. Une grande grange se tenait à proximité, fraîchement peinte. Plusieurs autres petits bâtiments parsemaient la propriété. Du bétail paissait dans des pâturages clôturés, et elle pouvait voir des chevaux dans un enclos près de la grange. 2 hommes sortirent de la grange alors que le chariot s'arrêtait. L'un était plus âgé, probablement dans la cinquantaine, avec une barbe grisonnante et des jambes arquées qui témoignaient d'une vie en selle. L'autre était plus jeune, peut-être mexicain, avec des yeux noirs vifs et un sourire facile. « Les gars, nous avons une invitée, » annonça Will en sautant du chariot. « Voici mademoiselle Josephine Turner. Elle est montée accidentellement dans mon chariot à Bozeman, pensant qu'il allait à Virginia City. » L'homme plus âgé éclata de rire. « Ça, c'est une nouvelle. Je suis Charlie Davis, madame. Je travaille pour ce jeune homme depuis 3 ans maintenant. » Le plus jeune homme ôta son chapeau. « Miguel Santos, à votre service. Bienvenue au ranch Fletcher. »« Diego, tu vas toujours à Bozeman demain pour chercher ses provisions, n'est-ce pas? » demanda Will en commençant à décharger le chariot. « Oui, patron. Je pars aux premières lueurs. »« Bien. Mademoiselle Turner voyagera avec toi. » Will souleva un lourd sac de grains comme s'il ne pesait rien.
Charlie, peux-tu dire à Madame Patterson que nous aurons besoin de souper pour 4 et d'une chambre d'amis préparée? Madame Patterson est votre gouvernante? Demanda Joséphine. Cuisinière et gouvernante. C'est une veuve de Bozeman qui avait besoin de travail, et j'avais besoin de quelqu'un qui sache cuisiner autre chose que du cuir de botte. Will sourit. Elle vit dans la petite cabane derrière la maison principale et vient tous les jours. L'intérieur de la maison de ranch était propre et étonnamment confortable. La pièce principale abritait une grande cheminée en pierre, des meubles robustes qui montraient des signes d'entretien, et même une étagère de livres. Joséphine remarqua des titres de Dickens et de Twain, ainsi que des journaux agricoles et ce qui semblait être des recueils de poésie. Madame Patterson s'avéra être une femme au visage rond, dans la quarantaine, avec des yeux bienveillants et un tablier à fleurs. Elle jeta un coup d'œil à Joséphine et commença immédiatement à s'agiter autour d'elle. Elle lui offrit de l'eau fraîche pour se laver et insista pour qu'elle s'assoie près du feu pendant que le souper était préparé. Le repas de ce soir-là fut simple mais délicieux. Il se composait de venaison rôtie, de pommes de terre, de pain frais et de tartes aux pommes séchées. Les hommes mangèrent avec bon appétit. La conversation coula facilement, abordant les prix du bétail, les prévisions météorologiques et un puma qui avait été aperçu près de la limite nord de la propriété. Tu devras vérifier la jument demain matin, dit Charlie à Will entre deux bouchées. Elle boitait de la pâte avant gauche cet après-midi. J'ai remarqué ça hier. Elle a probablement mal posé le pied dans le pâturage. Will repoussa son assiette. J'irai voir à la première heure. Joséphine se sentit se détendre malgré l'étrangeté de sa situation. Il y avait quelque chose d'attrayant dans la camaraderie simple entre ces hommes. L'absence de prétention et de formalité qui avait caractérisé chaque repas qu'elle avait pris dans la société de Philadelphie. Will Fletcher, remarqua-t-elle, traitait ses employés avec respect et écoutait leurs opinions. Il avait aussi d'excellentes manières à table pour un cow-boy, et elle le surprit à la regarder plusieurs fois avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Après le souper, Madame Patterson montra à Joséphine une petite chambre à l'arrière de la maison. Elle était simplement meublée d'un lit de corde, d'une commode et d'un lavabo. Mais les courtes pointes étaient propres et la pièce sentait la lavande. Monsieur Fletcher est un homme bon, dit Madame Patterson en allumant la lampe à huile. Il a perdu son père jeune et a dû grandir vite. Mais il n'est jamais devenu dur, comme certains. Il n'a été que juste avec moi depuis que j'ai commencé à travailler ici. Depuis combien de temps êtes-vous avec lui? 2 ans en décembre. Mon mari est mort de pneumonie et j'allais affronter un hiver sans revenus et sans perspective. Monsieur Fletcher m'a embauché, même si je n'avais jamais cuisiné pour plus d'une famille de 4 personnes. Elle sourit. Il m'a dit qu'il pensait que quiconque pouvait élever 3 enfants dans une ferme pouvait s'occuper de quelques cow-boys. Après le départ de Madame Patterson, Joséphine enfila sa chemise de nuit. Elle s'assit sur le bord du lit, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Elle aurait dû être dévastée d'avoir manqué sa correspondance et probablement perdu le poste d'enseignante. Mais au lieu de cela, elle se sentait étrangement calme. Il y avait quelque chose dans cet endroit, dans ce ciel immense et cet air pur et cette absence de jugement. Cela lui donnait l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis des mois. Elle pensa à Will Fletcher et à la façon dont il avait souri en disant que c'était le meilleur mauvais virage jamais pris. Il n'y avait eu aucune colère dans sa voix, aucune irritation de voir son emploi du temps perturbé. Juste un humour doux et une acceptation des tournants inattendus de la vie. Elle se demanda ce que ce serait de vivre avec ce genre de facilité, d'affronter les défis sans le poids des attentes sociales et de la déception familiale qui vous écrase. Le sommeil vint facilement malgré l'environnement inconnu. Joséphine se réveilla au son des coqs qui chantaient et des voix d'hommes à l'extérieur. Le soleil commençait à peine à peindre le ciel de rose et d'or. Elle s'habilla rapidement avec ses vêtements de voyage, tressa ses cheveux et se dirigea vers la pièce principale. Will était déjà debout, près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Il se tourna quand elle entra et son visage s'illumina. « Bonjour, mademoiselle Turner. Café, s'il vous plaît. » Elle accepta la tasse qu'il lui versa, enroulant ses mains autour de la céramique chaude. « Merci encore pour votre hospitalité. J'espère que je n'ai pas causé trop de dérangement. » Pas du tout. Il s'appuya contre le cadre de la porte, l'étudiant avec ses yeux de nuages d'orage. « En fait, je pensais à votre situation la nuit dernière.
Virginia City est une ville rude, et les postes d'enseignants là-bas ne durent généralement pas longtemps. Le conseil scolaire est connu pour être difficile. Je suis consciente des défis. Joséphine leva légèrement le menton. Mais j'ai peu d'autres options. Et si vous en aviez? Will posa sa tasse et croisa les bras. Bozeman se développe rapidement. Il cherche toujours des personnes instruites pour enseigner aux enfants là-bas. Le salaire n'est peut-être pas aussi élevé, mais la ville est plus établie, plus sûre. Ma sœur Rachel connaît la plupart des familles et pourrait vous présenter. Joséphine sentit son cœur faire un bond. C'est très gentil, mais je ne pourrais pas abuser davantage de votre générosité. Ce n'est pas abuser, c'est une solution pratique. Il sourit, et il y avait une chaleur dans son sourire qui fit frémir son estomac. De plus, cela vous donnerait une chance de voir plus du Montana avant de vous engager à Virginia City. Diego peut vous emmener à Bozeman comme prévu, et je viendrai en ville demain pour vous présenter à Rachel. Elle vous aidera à vous installer. L'offre était bien plus que ce que Joséphine avait le droit d'attendre, mais elle se surprit à vouloir accepter. Quelque chose dans cet endroit, chez cet homme, lui donnait envie de rester dans la région plutôt que de continuer vers le sud, vers un avenir incertain dans une ville minière rude. « J'accepte, dit-elle doucement. « Merci, Monsieur Fletcher. »« Will, corrigea-t-il gentiment, je pense que nous avons dépassé les formalités, étant donné que vous vous êtes caché dans mon chariot. » Elle ne put s'empêcher de rire. « Alors vous devez m'appeler Joséphine. » Miguel amena le chariot après le petit déjeuner et Will aida Joséphine à monter sur le siège. Ses mains étaient fortes et chaudes à travers ses manches, et elle était parfaitement consciente de sa proximité alors qu'il s'assurait qu'elle était bien installée. « Je vous verrai demain à Bozeman, dit-il, la regardant avec une expression qui lui coupa le souffle. La maison de Rachel était la jaune sur la rue principale, à côté du magasin d'aliments. Vous ne pouvez pas la manquer. Le trajet jusqu'à Bozeman prit la majeure partie de la matinée et Miguel se révéla être une excellente compagnie. Il lui parla de son arrivée au Montana depuis le Nouveau-Mexique. Il lui raconta comment il avait appris le métier de l'élevage avec Charlie. Et il lui parla de ses rêves d'avoir un jour son propre petit ranch. « Monsieur Fletcher est un bon patron, dit Miguel, alors qu'ils entraient en ville. Il nous traite équitablement et paye à temps. Certains éleveurs ici pensent qu'ils peuvent tromper leurs ouvriers parce que nous n'avons nulle part où aller. Pour Will, il est honnête. Il la déposa à la pension que Mme Patterson avait recommandée. C'était un établissement soigné tenu par une veuve norvégienne nommée Mme Olsen. Joséphine paya pour une semaine de logement, ce qui ne lui laissa que 3 $. Elle essaya de ne pas paniquer face à ses fonds qui diminuaient. Le lendemain matin, elle mit sa meilleure robe restante, une laine bleu marine avec un minimum de dégâts de poussière. Elle attendit nerveusement dans ce salon de la pension. Will arriva précisément à 10 heures, portant des vêtements propres et un chapeau fraîchement brossé. Il avait l'air différent en ville, plus civilisé en quelque sorte. Mais sa confiance naturelle était toujours évidente dans chacun de ses mouvements. « Prête à rencontrer Rachel ?» demanda-t-il avec un sourire. Sa sœur s'avéra être une petite femme blonde avec les yeux bleu-gris de son frère et une manière chaleureuse et pragmatique. Elle accueillit Joséphine dans sa maison confortable, servit du thé et des biscuits frais. Elle écouta attentivement Joséphine expliquer sa situation. « Je connais au moins 3 familles qui cherchent un tuteur pour leurs enfants, » dit Rachel immédiatement. « L'école ici a un seul enseignant pour plus de 40 élèves. Et les familles plus riches veulent quelque chose de plus personnel. Vous n'auriez pas la sécurité d'un poste scolaire, mais vous pourriez gagner un salaire décent et fixer votre propre emploi du temps. » « Cela semble merveilleux, » dit Joséphine, un soulagement l'envahissant. « Je vous serai reconnaissante pour toutes les présentations que vous pourriez me faire. » Rachel jeta un regard entendu à son frère, ce qui fit que Will bougea légèrement sur sa chaise. « Pourquoi ai-je le sentiment qu'il s'agit de plus que simplement aider une étrangère qui est montée dans le mauvais chariot? »« Et parce que tu es bien trop observatrice pour ton propre bien, » marmonna Will, mais il souriait. À la fin de la journée, Rachel avait présenté Joséphine à 4 familles et elle avait obtenu des engagements pour des sessions de tutorat régulières avec 3 d'entre elles. Le revenu serait suffisant pour couvrir sa pension et ses dépenses de base, avec un petit surplus. Ce n'était pas le grand nouveau départ qu'elle avait imaginé, mais c'était un travail honnête et une vraie chance de construire quelque chose. Will insista pour lui offrir le souper au restaurant de l'hôtel avant de retourner au ranch.
Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table près de la fenêtre. Joséphine se surprit à lui raconter des choses qu'elle n'avait jamais prévu de partager, sur le déclin de son père dans le jeu, sur l'humiliation de la fin de ses fiançailles, sur le sentiment d'avoir échoué envers sa famille. Vous n'avez échoué envers personne, dit Will fermement. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous vous construisez une nouvelle vie en utilisant vos compétences pour subvenir à vos besoins. Cela demande plus de courage que de rester à Philadelphie et d'accepter les quelques miettes de charité que votre ancien cercle social aurait pu vous offrir. C'est ce que vous avez fait en venant ici. Vous vous êtes créé une nouvelle vie, en quelque sorte. Je ne me suis jamais senti à ma place dans le Wyoming. Mon père voulait que je sois quelque chose que je n'étais pas, plus dur et plus méchant. Quand il est sorti, j'ai réalisé que je pouvais enfin choisir ma propre voie. L'expression de Will devint pensive. Le ranch n'est pas seulement de la terre et du bétail pour moi. C'est la preuve que je peux construire quelque chose de bien, quelque chose de durable. Ils parlèrent jusqu'à ce que le restaurant commence à fermer. Et quand Will la raccompagna finalement à la pension, Joséphine se surprit à souhaiter que la soirée ne se termine pas. Il se tenait sur le porche, son chapeau à la main. La lumière de la lampe de la fenêtre projetait des ombres sur son visage. « Je sais que vous venez d'arriver et que vous avez beaucoup de choses à régler, » dit-il lentement. « Mais j'aimerais vous revoir, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Le cœur de Joséphine battait de la chamade. « J'aimerais beaucoup. » Son sourire était comme un lever de soleil. « Il y a une fête paroissiale samedi prochain. Me laisseriez-vous vous y accompagner? » « Oui. » La semaine qui suivit fut la plus chargée que Joséphine ait connue depuis son arrivée au Montana. Elle se jeta à corps perdu dans le tutorat. Elle développa rapidement des plans de cours adaptés aux besoins et aux capacités de chaque enfant. Les familles étaient agréables et reconnaissantes, et elle trouvait l'enseignement en petits groupes bien plus gratifiant que la gestion d'une grande classe ne l'aurait été. Rachel devint une amie proche. Elle passait plusieurs fois à la pension pour prendre de ses nouvelles et l'inviter à prendre le thé. Elle partageait des histoires sur l'enfance de Will, sur sa gentillesse envers les animaux, et sur son habitude de ramener à la maison des créatures blessées pour les soigner. Il a eu un corbeau apprivoisé une fois, qu'il a appris à dire son nom, dit Rachel en riant. Cet oiseau l'a suivi partout pendant 2 ans. Père le détestait. Il disait que ce n'était pas digne. Votre père semble avoir été difficile. L'expression de Rachel s'assombrit. C'était un homme dur qui croyait que l'affection vous rendait faible. Will en a subi les conséquences parce qu'il était le fils. Je pense que c'est pour ça qu'il est comme il est maintenant. Si déterminé à être différent, le samedi arriva avec un ciel clair et un air d'automne vif. Will vint chercher Joséphine dans un chariot fraîchement lavé. Elle remarqua qu'il portait une chemise blanche propre et un gilet. Ils se rendirent à la petite église en bordure de la ville. Des tables avaient été installées dans la cour et des familles se rassemblaient avec des paniers de nourriture. La fête fut une révélation. Les gens étaient amicaux sans être envahissants, accueillants sans jugement. Plusieurs femmes prirent la peine de se présenter à Joséphine. Elle se retrouva mêlée à des conversations sur des recettes, sur l'hiver à venir et sur les meilleurs endroits pour acheter du tissu pour les courtes pointes. Will resta près d'elle, lui cherchant de la limonade et la présentant à ses amis. Elle retrouva Charlie et Miguel, tous deux vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche et profitant clairement de leur journée de congé. Elle rencontra également d'autres éleveurs et leurs femmes, le banquier, le médecin et le propriétaire du magasin général. « Vous avez votre place ici, » dit Will doucement, alors qu'il regardait les enfants jouer à chat près des marches de l'église. « Je le vois dans la façon dont les gens réagissent à vous. Votre place est dans le Montana. »« Je crois que oui, » admit Joséphine. « Ce n'est en rien comme Philadelphie, mais ce n'est pas une mauvaise chose. » Ils restèrent jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Will la ramena à la pension dans la lumière dorée du soir. Cette fois, quand ils se dirent au revoir sur le porche, il lui prit la main et la serra doucement. « Je pensais ce que j'ai dit dans le chariot le premier jour, dit-il. Le meilleur mauvais virage jamais pris. Je suis reconnaissant que le destin vous ait amené à ma porte, Joséphine. » Elle serra ses doigts. Moi aussi. La cour qui s'ensuivit ne ressemblait à rien de ce que Joséphine avait connu à Philadelphie. Il n'y avait pas de carte de visite formelle ni de visite chaperonnée au salon. Au lieu de cela, Will venait en ville après avoir terminé son travail.
Il la retrouvait pour des promenades le long du ruisseau ou des soupers à l'hôtel. Il lui apportait des fleurs sauvages cueillies dans les prairies près de son ranch. Et une fois, une boîte en bois magnifiquement sculptée qu'il avait fabriquée pendant les longues soirées d'hiver. Joséphine se surprit à tomber amoureuse de lui avec une rapidité et une intensité qui auraient dû l'effrayer, mais qui lui semblaient au contraire naturelles et justes. Will était tout ce que son ancien fiancé n'avait pas été. Authentique, travailleur, émotionnellement présent. Il écoutait quand elle parlait de ses élèves et de ses rêves, d'ouvrir un jour une véritable école. Il partageait ses espoirs pour le ranch et ses projets de se lancer dans l'élevage de chevaux. Ils eurent leur premier vrai baiser par une fraîche soirée d'octobre sous un peuplier près de la rivière. Will lui parlait de ses projets de construire une nouvelle grange au printemps. Puis il s'était arrêté au milieu d'une phrase et l'avait regardé avec un tel désir que le souffle de Joséphine se coupa. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il doucement. Elle répondit en se hissant sur la pointe des pieds et en pressant ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant. Puis il s'approfondit en quelque chose qui fit battre son pouls et faiblir ses genoux. Quand ils se séparèrent enfin, Will posa son front contre le sien. « Je suis amoureux de vous, dit-il simplement. Je sais que cela ne fait que quelques semaines, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. »« Je vous aime aussi, murmura Joséphine. Ça me terrifie à quel point. »« Pourquoi terrifiant? Parce que j'ai tout perdu une fois. J'ai peur de perdre ça, de vous perdre. » Will prit son visage entre ses mains, ses pouces cailloux contre ses joues. « Vous ne me perdrez pas. Je ne vais nulle part, et vous non plus. Nous construisons quelque chose ensemble, Joséphine. Quelque chose de réel et de durable. » Octobre se transforma en novembre, et les premières neiges commencèrent à saupoudrer les montagnes. Will demanda à Joséphine de venir au ranch pour Thanksgiving, et elle accepta avec empressement. Rachel et son mari Thomas étaient également invités, et Madame Patterson se surpassa en préparant un festin de dinde rôti, de patates douces, de sauce aux canneberges et de 3 sortes de tartes. La journée fut chaleureuse et remplie de rires. Thomas se révéla être un homme jovial avec un talent de conteur. Il divertit tout le monde avec des histoires de mésaventures au magasin d'aliments. Charlie et Miguel se joignirent à eux pour le dîner. Joséphine remarqua comment Will les traitait comme de la famille plutôt que comme des employés. Après le repas, Will demanda à Joséphine de l'accompagner à la grange. L'air était froid mais calme, et leur souffle formait des nuages dans la lumière déclinante de l'après-midi. À l'intérieur de la grange, une jument noire allaitait un poulain qui ne pouvait pas avoir plus de quelques jours. « Né lundi », dit Will, s'appuyant contre la porte du box. « Une petite pouliche parfaite. J'attendais cette lignée depuis 2 ans. » Joséphine regarda le poulain vaciller sur ses jambes instables. Son cœur se gonfla d'affection pour cet homme qui se souciait si profondément de ses animaux. « Elle est magnifique. Je veux te montrer autre chose. » Will la conduisit à l'arrière de la grange où une échelle menait à un grenier. Il monta le premier, puis l'aida à monter derrière lui. Le grenier était rempli de foin odorant. Une petite fenêtre donnait sur les pâturages en direction des montagnes. Mais ce qui attira l'attention de Joséphine fut le fauteuil à bascule en bois qui se trouvait près de la fenêtre, manifestement neuf. « C'est moi qui l'ai construit, » dit Will, semblant nerveux pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « J'y ai travaillé le soir. Je me suis dit que si les choses se passaient comme je l'espère, il pourrait être utile un jour pour nos enfants. » Joséphine se tourna pour le regarder, le cœur dans la gorge. Will prit ses 2 mains dans les siennes. « Je sais que c'est rapide, et je sais que tu es venue ici pour un poste d'enseignante, pas pour tomber amoureuse d'un cowboy. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Tu rends tout meilleur, plus lumineux. Joséphine Turner, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? » Elle pleurait et riait en même temps. « Oui, oui, absolument, oui. » Il l'embrassa alors profondément et longuement. Et Joséphine sentit que chaque mauvais virage et chaque déception l'avaient mené exactement ici. À ce moment, à cet homme, ils se marièrent à l'église de Bozeman par une journée enneigée de fin décembre. Rachel fut sa dame d'honneur et Charlie le témoin de Will. Madame Patterson pleura pendant toute la cérémonie et Miguel joua de la guitare à la réception qui suivit. Joséphine portait une robe que Rachel l'avait aidé à confectionner en soie ivoire. Et Will portait un costume neuf qui était légèrement trop serré aux épaules. Quand le pasteur les déclara mari et femme, Will l'inclina pour un baiser qui fit applaudir et siffler la foule rassemblée.
Le ranch devint la maison de Joséphine et elle s'installa dans sa nouvelle vie avec une facilité surprenante. Elle continua le tutorat plusieurs jours par semaine. Elle faisait le trajet jusqu'à Bozeman dans le chariot que Will lui avait offert comme cadeau de mariage. Mais ses jours préférés étaient ceux passés au ranch, à travailler aux côtés de Will pour construire leur avenir. Elle apprit à monter à cheval et aida au village du printemps. Elle planta un potager et apprit à faire des conserves. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour tenir les comptes du ranch. Elle reprit la comptabilité de Will, qui admit avec soulagement que les chiffres n'avaient jamais été son point fort. Leur premier hiver ensemble fut rude, avec des blizzards qui duraient des jours et des températures qui descendaient en dessous de zéro. Mais la maison du ranch était chaude et solide, et Joséphine a pris le plaisir particulier de passer des soirées au coin du feu avec son mari. À lire à haute voix, à jouer aux cartes ou simplement à parler de leurs projets pour le printemps à venir. Au moment où la neige fondit et que les premières fleurs sauvages apparurent dans les prairies, Joséphine découvrit qu'elle était enceinte. La joie de Will était sans limite et légèrement terrifiante dans son intensité. Il devint absurdement protecteur. Il insistait pour qu'elle évite tout travail fatigant et s'agitait autour d'elle comme si elle était en verre. « Je suis enceinte, pas mourante », dit Joséphine avec exaspération, après qu'il ait insisté pour qu'elle s'assoie au lieu d'étendre le linge. « Les femmes font ça depuis des milliers d'années. Pas ma femme portant mon enfant, rétorqua Will. Laisse-moi m'agiter. Ça me donne l'impression d'être utile. Leur fils naquit fin octobre 1879, mis au monde par le médecin de Bozeman avec Rachel et Madame Patterson présentes. Le travail fut long et difficile. Il y eut des moments où Joséphine était certaine qu'elle ne pourrait pas endurer une minute de plus. Mais ensuite, elle entendit le premier cri du bébé, et elle vit le visage de Will quand il tint leur fils pour la première fois. Et plus rien d'autre ne comptait. Ils l'appelèrent Henry Thomas Fletcher. Fletcher, d'après le père de Joséphine et le beau-frère de Will, c'était un bébé en bonne santé avec les cheveux auburn de sa mère et les yeux bleu-gris de son père. Et Will fut instantanément conquis. « Il est parfait, » murmura Will, assis sur le bord du lit avec son fils dans ses bras. « Tu es parfaite. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi heureux. » Joséphine regarda son mari avec leur bébé et sentit son cœur se dilater au-delà de ce qu'elle croyait possible. Cette vie, cet homme, cette famille, c'était tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait. Les années qui suivirent furent pleines et riches. Henry devint un garçon robuste et curieux qui suivait son père partout. Il apprit à monter à cheval presque avant de savoir marcher correctement. Le ranch continua de prospérer et Will se lança dans l'élevage de chevaux comme il l'avait prévu. Il développa une réputation pour la qualité de son bétail qui attira des acheteurs de tout le territoire. L'entreprise de tutorat de Joséphine se développa également. Elle finit par ouvrir une petite école à Bozeman, enseignant à 15 élèves dans une pièce louée au-dessus du magasin. Le travail était exigeant mais gratifiant, et elle aimait voir ses élèves découvrir la joie d'apprendre. Une fille arriva au printemps de 1882. Une petite chose aux cheveux blonds et au menton déterminé de sa tante Rachel. Ils la nommèrent Margaret Rose. Elle devint une enfant vive et volontaire qui tenait tout le monde en haleine. Henry adorait sa petite sœur, montrant une patience infinie face à ses exigences de bambin d'être incluse dans tout ce qu'il faisait. Le Montana devint un État en 1889 et Bozeman continua de passer d'une rude ville frontière à une véritable communauté. Le chemin de fer arriva, apportant de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes. Will siégea au conseil municipal pendant plusieurs années, travaillant à établir de meilleures écoles et routes. À travers tout cela, l'amour entre Joséphine et Will ne fit que s'approfondir. Ils avaient leurs disputes, bien sûr, particulièrement sur la tendance de Will à trop travailler et l'habitude de Joséphine à prendre trop d'élèves. Mais ils discutaient toujours de leurs différends et ils ne perdaient jamais de vue ce qui comptait le plus. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Will ramena Joséphine à la grange où il l'avait demandé en mariage. Le fauteuil à bascule n'était plus dans le grenier. Il se trouvait dans la chambre d'enfant de leur maison, usée par des années d'utilisation. À la place, Will avait préparé un pique-nique dans le grenier avec une couverture, un panier de nourriture et des fleurs sauvages arrangées dans un bocal. « 10 ans, dit-il en la prenant dans ses bras. La meilleure décennie de ma vie. La mienne aussi. » Joséphine posa sa tête sur sa poitrine
écoutant le battement régulier de son cœur. Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si je n'étais pas monté dans ton chariot ce jour-là? Tout le temps. Et puis je remercie Dieu pour ton terrible sens de l'orientation. Elle rit et lui tapa sur le bras. J'avais des indications parfaites. C'est toi qui avais un chariot identique garé au mauvais endroit. Au bon endroit, corrigea Will, lui relevant le menton pour pouvoir l'embrasser. Exactement au bon endroit, au bon moment. Henry sortit diplômé de l'école que sa mère avait fondée et alla étudier l'agriculture au Collège d'État, nouvellement créé. Il retourna au ranch avec de nouvelles idées sur la rotation des cultures et l'irrigation. Il travailla aux côtés de son père pour continuer à construire l'héritage familial. Margaret ne montra aucun intérêt pour l'élevage. Elle développa plutôt une passion pour la médecine qui la conduisit à devenir l'une des premières femmes médecins du Montana. Will et Josephine devinrent grands-parents en 1902 quand Henry épousa une institutrice nommée Emma. Ils leur donnèrent un petit-fils qu'ils appelèrent William, comme son grand-père. Margaret ne se maria jamais, choisissant plutôt de se consacrer à sa pratique médicale à Butte. Mais elle visitait le ranch régulièrement et maintenait une relation étroite avec ses parents. À l'aube du nouveau siècle, Will commença à ralentir. Il laissa Henry prendre en charge une plus grande partie de la gestion quotidienne du ranch, mais il ne perdit jamais son amour pour la terre ou ses animaux. On pouvait encore le trouver la plupart des matins à vérifier les chevaux ou à longer les clôtures avec ses chiens trottant à ses talons. Joséphine continua d'enseigner jusqu'à bien après ses 60 ans. Elle prit finalement sa retraite lorsque l'arthrite rendit difficile l'écriture au tableau noir. Mais elle resta active dans la communauté. Elle siégea au conseil de la bibliothèque et organisa des réunions pour le suffrage des femmes. Celle-ci rendait Will à la fois fier et légèrement nerveux quand elle le devenait trop agitée. Ils célébrèrent leur 40e anniversaire de mariage entourés de leur famille et de leurs amis. La maison du ranch était remplie de rires et de musique et du doux chaos des petits-enfants courant dans les pièces. Will porta un toast qui fit monter les larmes aux yeux de tout le monde. Il y a 40 ans, une belle femme avec un terrible sens de l'orientation était montée dans mon chariot, dit-il, sa voix toujours forte malgré ses cheveux d'argent. Je l'ai regardée et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais raison. Joséphine, tu as fait de chaque jour une aventure. Tu m'as donné des enfants et des petits-enfants, construit des écoles et façonné de jeunes esprits. Tu as été à mes quilles à travers la sécheresse et le blizzard. Et chaque défi que la vie pouvait nous lancer, tu es toujours le meilleur mauvais virage jamais pris. Joséphine se leva et l'embrassa franchement sous les acclamations et les applaudissements de tous les invités. Et tu es toujours le cow-boy qui a souri au lieu d'être en colère, qui a vu une opportunité là où d'autres auraient vu un inconvénient. Je t'aime, William Fletcher, à 40 autres années. Ils n'eurent pas 40 autres années, mais ils en eurent 15 de plus, précieuses. Will s'éteignit durant l'hiver de 1934, mourant paisiblement dans son sommeil à l'âge de 80 ans. Joséphine lui tint la main alors qu'il rendait son dernier souffle. Elle lui murmura tout ce qu'elle aimait chez lui, le remerciant pour une vie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer ce jour-là. Ce jour où elle était montée dans le mauvais chariot. Elle vécut encore 6 ans, passant ses dernières saisons au ranch qu'elle avait aidé à construire. Elle était entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'école qu'elle avait fondée était devenue une véritable institution, éduquant des centaines d'élèves au fil des décennies. Le ranch continuait de prospérer sous la direction de Henry, et la pratique médicale de Margaret avait sauvé d'innombrables vies. Par les chaudes soirées d'été, Joséphine s'asseyait sur le porche dans le fauteuil à bascule que Will avait fabriqué toutes ces années auparavant. Elle regardait le soleil se coucher sur les montagnes et se souvenait. Elle pensait à Philadelphie et à la vie qu'elle avait fuie, à la jeune femme terrifiée qui était montée dans le mauvais chariot, au cow-boy qui avait souri et tout changé. Elle était venue dans l'Ouest pour un poste d'enseignante et un nouveau départ. Ce qu'elle avait trouvé à la place, c'était l'amour, une famille, un but, et une vie plus riche que tout ce qu'elle aurait pu prévoir. Chaque défi, chaque chagrin, chaque mauvais virage l'avait menée exactement là où elle devait être. Quand Joséphine s'éteignit au printemps de 1940, à l'âge de 82 ans, toute la ville de Bozeman se présenta à ses funérailles. D'anciens élèves parlèrent de l'enseignante qui avait cru en eux. Des femmes parlèrent de son travail inlassable pour le suffrage et l'éducation.
Ses enfants et petits-enfants partagèrent des histoires de sa force, de son humour et de son amour indéfectible. Ils l'enterrèrent à côté de Will sur une colline surplombant le ranch, sous un ciel si vaste et si bleu qu'il semblait s'étendre à l'infini. La pierre tombale disait simplement Josephine Turner Fletcher, 1857-1940, épouse, mère, enseignante, amie bien-aimée. Elle a pris le mauvais chariot et a trouvé la bonne vie. Des années plus tard, quand le petit-fils d'Henry demanda l'histoire du ranch, on lui raconta comment tout avait commencé. Comment une femme de Philadelphie était montée dans le mauvais chariot un jour d'automne en 1878. Comment son arrière-arrière-grand-père avait souri et dit que c'était le meilleur mauvais virage jamais pris. Comment ce simple moment de hasard avait créé un héritage qui s'étendait sur des générations. Le ranch existait toujours, couvrant maintenant des milliers d'acres et faisant vivre des dizaines de familles. L'école que Joséphine avait fondée était devenue une pierre angulaire de la communauté. Elle éduquait des enfants qui deviendraient des enseignants, des médecins, des éleveurs et des dirigeants. L'histoire d'amour qui avait commencé par une simple erreur s'était propagée. Elle avait touché des centaines de vies, de manière grande et petite. Parce que parfois, le mauvais virage est exactement le bon chemin. Parfois, se perdre est la façon de trouver son chemin vers la maison. Et parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on prend un risque. Quand on monte dans un chariot inconnu et qu'on fait confiance au voyage pour nous mener exactement là où nous sommes censés être. Le ciel du Montana s'étendait, large et infini, sur le ranch Fletcher. Exactement comme ce premier jour où Joséphine était arrivée, inattendu et imprévu. Les montagnes se dressaient toujours en sentinelle au loin, et la rivière Gallatin coulait toujours dans la vallée. La terre restait constante et durable, un témoignage des gens qui l'avaient aimée et qui s'étaient aimés. Et si vous écoutiez attentivement par les soirs calmes, quand le vent murmurait dans l'herbe et que la dernière lumière peignait les nuages d'or et d'ambre, vous pourriez presque entendre l'écho du rire d'un cow-boy et de la joie d'une femme en réponse. À jamais entrelacés dans le lieu où leur histoire a commencé. Un mauvais chariot, un homme bon, une vie d'amour. La fin était en réalité le commencement, et le commencement avait été parfait depuis le début.